Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un honneur de vous présenter un peu les audits RH qu'on peut mener d'une manière générale et particulièrement dans le cadre des offices du tourisme et de la mutualisation. Pour me présenter brièvement, donc je suis Marc Simon, je dirige une société qui s'appelle FEDER, qui est basée à Saint-Paul-des-Léons, qui est à la fois centre de formation et cabinet conseil en ressources humaines. Et c'est dans ce cadre-là en fait, qu'on intervient de manière relativement régulière pour des structures du tourisme sur la partie structuration ressources humaines. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la méthodologie en fait, qu'on utilise particulièrement dans ce cadre-là. Donc en fait, le principe, c'est de procéder à un audit des compétences, donc en 3 temps, de clarifier la problématique, les objectifs et le contexte en fait, lié au regroupement ou à la mutualisation, à faire une analyse documentaire et les entretiens individuels. Il y a ensuite une restitution et une communication qui, dans mon sens, permet une implication de l'ensemble des acteurs. Et ensuite, la possibilité d'un accompagnement et d'un suivi, la mise en place d'un plan d'action, des formations, etc. Sur la partie audit, donc premier élément en fait, et premier objectif de la partie audit, ça va être de clarifier la problématique, les objectifs et le contexte. Alors pour cela, donc, on va faire un état des lieux de l'environnement et du contexte, à la fois l'environnement économique, l'environnement réglementaire, donc en particulier la loi NOTRe, l'environnement technologique, ça peut arriver qu'il y ait des changements, on a parlé de regroupement de sites internet par exemple, qui peuvent avoir des incidences sur les ressources humaines également. On fait un état des lieux sur l'organisation de l'organisation actuelle, avant toute modification et avant toute projection. L'idée, c'est d'identifier les missions actuelles de la structure, son fonctionnement et les outils en place. Et l'idée aussi, c'est de faire une projection de la structure à moyen terme. À moyen terme, j'entends sur 2-3 ans, parce que plus loin, c'est difficile, à mon avis, en termes de ressources humaines, de se projeter, parce qu'il y a des départs, des changements, etc. Donc les projets de la structure elle-même, les missions qui vont être liées à ces projets et les besoins estimés. Alors la méthode, en fait, l'idée c'est d'avoir une démarche transversale qui concerne l'ensemble des structures concernées par la mutualisation et par le regroupement et l'ensemble des collaborateurs, de la direction au personnel d'accueil, enfin toutes les personnes qui sont concernées et dans l'ensemble des structures, l'idée c'est de les impliquer, de les écouter pour avoir la vision la plus précise possible, de manière à proposer une organisation la plus opérationnelle possible. Alors, la première étape, en fait, ça passe par des entretiens avec les commanditaires de la mission, c'est-à-dire les élus, les partenaires éventuels, les directions. La deuxième étape de cet audit de compétences et cet audit RH va être basée sur une analyse documentaire. L'objectif étant d'avoir une vision, alors que j'ai appelé technique de la structure, une vision un peu froide, qui est basée sur les données et les outils RH existants. C'est-à-dire, je vais demander à collecter les fiches de poste en l'état, s'il y a un organigramme, s'il y a des procédures de recrutement, d'intégration, enfin toutes les procédures RH qui peuvent exister au moment de l'audit, en fait, je les collecte. Et ensuite, je demande à compléter des documents qui me sont propres, en fait, qui, pour certains qui l'ont pratiqué, peuvent se révéler relativement imbuvables, mais qui sont intéressantes, en fait. Alors, je vous ai mis 3 éléments. Alors, je ne sais pas si ça va être très lisible à l'écran. Donc, une grille d'analyse stratégique de l'entreprise, de la structure, qui permet, en fait, d'avoir... de faire un tour à 360 degrés en fait, de la structure elle-même. Donc aussi bien sa structure juridique, l'environnement économique, technologique, réglementaire, l'environnement humain. Enfin, je vous passe les détails. Ça fait en l'état en fait 8-10 pages. Complétées, ça peut faire beaucoup plus. Je demande également que soit complétée la liste du personnel, toujours à une date T, hein,
Donc la liste du personnel dans laquelle on va retrouver en fait la liste du personnel avec les dates de naissance, dates d'entrée, les salaires, les statuts, les types de contrats, la durée de travail, etc. Ce qui va encore une fois nous permettre d'avoir une vision statistique de la structure et d'avoir des éléments sur la pyramide des âges, sur la moyenne d'ancienneté, qui peuvent parfois en fait, peuvent être assez révélateurs d'un fonctionnement, en parlant de turnover par exemple. Il y a également, je demande à compléter une grille de compétences. Alors, la grille de compétences, en fait, on va lister l'ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible non plus. J'ai regroupé en. Je vais agrandir peut-être un peu. En regroupant les principaux thèmes et par thème, en fait, les missions ou les activités qui relèvent, là en l'occurrence, d'une activité tourisme. Et on va lister l'ensemble des personnels et noter de 0 à 4 leur degré de compétence ou leur degré d'efficience en fait, dans ces domaines-là. Et l'idée, c'est d'avoir sur une vision un peu complète. Vous voyez, les zones en verte, c'est les zones où c'est plutôt fort, les zones en rouge où il y a des points de faiblesse. Ça va permettre, en fait, par rapport au projet stratégique, de le mettre en parallèle et d'estimer le gap qui existe entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Et donc de mettre en place éventuellement des formations, des accompagnements par rapport à ça. Donc une fois passé l'aspect statistique, on va dire, et l'aspect technique, je pense qu'il est important de procéder à des entretiens individuels avec l'ensemble des collaborateurs, encore une fois, pour avoir une vision vraiment concrète, vue du terrain, de l'organisation actuelle, des enjeux et des besoins, d'avoir l'avis de tout le monde sur le projet. Et, enfin, peut-être le principal, c'est d'impliquer l'ensemble des personnes dans la démarche de mutualisation. Pour pas que du jour au lendemain, on leur démontre, en fait, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, les entretiens individuels, en fait, à minima, je vous ai mis ça, c'est la totalité de l'encadrement de la structure, de là ou des structures, hein, pour le coup, s'il y a une mutualisation, les instances représentatives du personnel, si elles existent, et donc l'ensemble des collaborateurs qui sont concernés par la démarche de mutualisation. Ou à minima, si c'est vraiment des grosses structures, ou s'il y a vraiment un temps relativement court, au moins des gens qui sont représentatifs de tous les métiers des structures concernées. Donc l'entretien, en fait, l'objectif, c'est d'avoir une vision pratique de l'organisation. Le déroulement type, alors c'est relativement long. J'ai mis 1h30 d'entretien. Dans le domaine du tourisme, on peut plus tabler sur 2h, 2h30. Hein. Le déroulement de l'entretien lui-même, il y a une présentation de la mission, un recadrage en fait de l'entretien, du contexte. On reprend le parcours individuel de chacun, aussi bien sa formation initiale, les expériences professionnelles, ce qui peut être mis en lien avec le tableau des compétences, c'est-à-dire qu'il y a des choses en fait qui n'apparaissent pas au quotidien dans l'activité elle-même, mais ce sont des compétences qui existent via la formation initiale, via des expériences professionnelles qui ont pu exister par ailleurs. Un point sur les missions actuelles et un point sur l'organisation actuelle, le point de vue en fait du collaborateur sur l'organisation telle qu'elle est, et les attentes et sa vision de l'organisation à venir. C'est important en termes d'implication de voir, c'est souvent à ce moment-là qu'apparaissent aussi des réticences, des craintes dont il va falloir tenir compte ensuite en mettant en place et l'organisation et le plan d'action. Et c'est aussi un moment pour faire le point sur les formations qui ont été suivies déjà dans le cadre des missions accomplies et des formations souhaitées ou nécessaires en vue du changement d'organisation. Une fois les données, l'ensemble des données récoltées à la fois statistiques et lors des entretiens, on procède à la restitution donc, de l'audit, un rapport écrit en fait, donc qui reprend les aspects statistiques, le récapitulatif des entretiens et de l'analyse documentaire. Je précise que les entretiens sont confidentiels et que dans les rapports, en fait, il n'y a aucun nom qui ressorte. C'est un audit des compétences et pas des personnes. Hein, donc, et
à l'issue, enfin, les conclusions de l'audit, en fait, débouchent sur des préconisations d'organisation en termes d'outils, de communication interne et de formation nécessaire en vue d'atteindre les objectifs fixés par cette nouvelle organisation. Il y a évidemment une restitution aux commanditaires de l'opération. Et ce que je trouve important, voire indispensable, c'est une restitution également à l'ensemble des personnes ayant participé à l'audit. C'est-à-dire que souvent, moi, je demande à ce qu'il y ait une réunion à la fin de la mission dans laquelle, en fait, on puisse restituer le contenu aux gens qui ont participé à la démarche. Les suivis en fait, possibles de l'accompagnement et de l'audit RH, il peut y avoir un accompagnement sur le plan d'action, donc sur la formalisation de l'organisation, sur la formalisation du plan d'action et sur la mise en place d'outils RH. Donc avec l'aide à l'appropriation des outils, enfin Bruno aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, souvent, et puis c'est un élément important, en fait, vous aurez beau avoir toute la plus belle organisation que vous voulez, si elle n'est pas animée, et si elle n'est pas appropriée, elle ne fonctionnera pas. Donc en dehors de faire participer les gens en amont, il va falloir aussi que les collaborateurs s'approprient cette nouvelle organisation et ces nouvelles méthodes. Et à mon avis, ça passe par la formation. Notamment des formations en management relationnel, ce qui est souvent dans votre secteur d'activité, en fait, il y a une relative faiblesse en fait, de l'encadrement sur ces formations-là. Il y a également en fait, la possibilité d'un accompagnement pour l'ingénierie de formation sur la priorisation des actions, le choix des prestataires et les financements. Sur les financements, on parlait tout à l'heure du choix du statut en termes de mutualisation. Je pense qu'il y a un vrai point de vigilance de ce côté-là, c'est-à-dire que selon le statut qui va être choisi, vous allez dépendre ou non de l'OPCA, en fait, donc de l'AGFOS. Et selon le statut des collaborateurs, ils peuvent relever de la fonction publique et non plus du statut privé. S'ils relèvent du statut privé, les formations peuvent relever de l'AGFOS. Sinon, c'est un investissement qui doit être pris en compte par la structure elle-même. Donc il va falloir considérer la formation comme un véritable investissement financier. Et quand on connaît le degré de formation qui existe dans le tourisme, ça peut être un investissement relativement lourd. Donc voilà, je vous remercie.